Voici le menu de regard croisé de ce soir. Ce sera le Burkina Faso. On va parler de cette effroyable attaque terroriste contre un village du pays. Nous irons ensuite du côté du Mali. Le colonel Assimi Goïta a prêté serment ce lundi comme président de la transition. En RDC, Martin Fayolo est en colère contre les réformes de la commission électorale. Et au Togo, on va évoquer le placement sous mandat de dépôt de Paul Missi Agbetor, un conseiller spécial d'Agbeyome Kodjo. Voilà pour le menu ce soir. Et autour du plateau, il y a le commis Akle Soessom, qui est consultant en coaching et politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Néo, surtout à l'extrême nord du pays où des gens s'intéressent beaucoup à cela. À vos côtés, il y a Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et puis il y a également Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir Samuel, bonsoir aux co-panélistes et puis les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwa TV. On va commencer donc avec le Burkina Faso. Le bilan est effroyable et pourrait encore s'alourdir. Au moins 138 civils ont été tués en quelques heures dans la nuit de vendredi à samedi lors de 2 attaques dans le nord du Burkina Faso, dont l'une a fait plus d'une centaine de morts, la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences djihadistes en 2015. Le bilan reste pour l'heure provisoire. La scène se déroule dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, une zone particulièrement ciblée par des assauts meurtriers des groupes djihadistes, surtout liés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique. Kofi Kanitom, cette nouvelle attaque illustre combien la situation sécuritaire au Burkina est encore extrêmement délétère. Vraiment, vous l'avez d'ailleurs qualifié d'attaque effroyable et ça fait peur. Et vous parlez de 138, je pense que les chiffres ont progressé jusqu'à 160 maintenant. Plus de 160. 160, ce que nous avons appris tout dernièrement. Et ça continue par montrer que c'est une zone de forte insécurité. Quand bien même les ministres, il y a un mois, avaient tenté, après le démantèlement de certaines bases djihadistes, de convaincre la population et de la rassurer que la paix advenait. Et ça demande aujourd'hui qu'on se pose un certain nombre de questions. Et pour ma part, j'avais commencé par me demander, est-ce que c'est une zone qui recèle d'un certain nombre de minerais ou de richesses de sous-sol? C'est pourquoi la zone est en convoitée. Mais finalement, j'ai compris que c'est plutôt une zone très stratégique et pour les djihadistes que pour les forces de défense de la sécurité, sinon pour l'État. Et il était question de savoir que pour l'État, contrôler cette zone permettrait d'arrêter la progression des djihadistes vers l'intérieur du pays, vers l'Est et les autres pays. Et en raison de sa position également comme une position transversale entre le Niger, le Mali et le Burkina lui-même. Et pour les djihadistes, maintenir cette zone leur permettait de pouvoir contrôler le tronçon et de pouvoir étendre leur influence sur la zone et même en descendre vers la capitale. Donc ces deux entités se convoitent la zone. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer leur dernière sortie? Après le démantèlement, il fallait qu'ils fassent preuve de leur présence encore sur le terrain et qu'ils exigent de cette population une certaine collaboration afin d'y rester. Donc, c'est d'abord terroriser la population, l'embrigader et ensuite faire une masturbation psychologique de l'armée pour dire, quand bien même vous faites cela, vous n'arriverez pas à nous débouter de la ville. Nous serons là. Malheureusement, ça se perd en vie humaine. Il faut voir ceux qui sont tombés, les 108 des habitations qui ont été incendiées, des marchés qui ont été brûlés. Et jusque-là, nous n'en sommes pas pour la fin, puisque l'épisode n'est pas encore terminé. C'est sûr que ça va toujours continuer. Vraiment, nous ne pouvons que déplorer ce qui se passe là-bas et peut-être lever un regard de compassion à l'endroit de cette population qui est exposée à ces désagréments.
Ambroise, il y a le chef de file de l'opposition burkinabé, Idi Komboigo, qui dit qu'il tient le pouvoir pour responsable de la situation parce que on a l'impression que ce pouvoir se fait tout le temps surprendre par ce genre d'attaque. Oui, en fait, ça n'étonne pas parce que Komboigo tient un discours politique, c'est une déclaration politique. Vous savez qu'il est de l'opposition et qu'il défend la majorité de l'opposition. Et à ce titre, il monte les enchères pour pouvoir faire croire aux gens que au temps de son mentor Blaise Compaoré, ces genres de choses ne se sont jamais produits. Ce qui n'est pas faux. Et donc, ce qui n'est pas faux, pour des raisons aussi idéologiques et pour d'autres choses qu'on ne peut jamais dire à l'antenne. On a lu des choses qui se sont, à certains niveaux près, sont avérées vraies et qui jamais cela peut ressurgir lors d'un procès éventuel contre Blaise Compaoré. Vous savez, la question des terroristes, moi j'ai toujours dit que c'est une question certes transversale, mais qui est aussi une question de management stratégique. C'est-à-dire, vous êtes au gouvernail et vous êtes président de la République. Il faut des gens qui s'y connaissent en la matière. Non seulement s'y connaissent en la matière, mais qui maîtrisent les rouages des contrées de tout le pays. Il faut des gens qui maîtrisent tout le pays dans lequel vous êtes. Il faut qu'il y ait des corps de sécurité, des corps de défense qui maîtrisent tout le pays, savoir là où, par quels moyens les infiltrations peuvent être possibles et savoir comment contingenter ou fermer ces différentes entrées du territoire. Si vous arrivez à fermer ces axes-là, vous avez la chance déjà à 50-60% d'éviter qu'il y ait des intrusions dans votre pays. Certes, c'est un pays sahélien où il y a la porosité des frontières, mais on ne peut jamais exclure que le rôle premier des forces de sécurité est de protéger, des forces de défense est de protéger le territoire. Parce que le militaire n'est pas là pour tuer ou pour protéger le civil qui est à l'interne, c'est vrai. Mais c'est pour protéger l'intégrité du territoire. Là, nous sommes face à une nébuleuse qui franchit les frontières facilement et qui d'ailleurs vit même avec les populations à l'interne. N'oublions pas aussi que c'est des périodes de semences, des périodes agricoles que ces terroristes-là sévissent. Parce qu'ils ne voudront pas voir les peuples avoir une aisance de développement au niveau agricole. Pour semer la zizanie et leur montrer que c'est nous qui gouvernons ici. Le pire, c'est qu'on retrouve des mines d'or ou des mines de pétrole ou des mines de diamants sur votre territoire. Ils sont prêts à tout. Et les géologues burkinabés et les autorités des renseignements doivent savoir ça et déjà parer à toute éventualité. Parce qu'ils savent que ce sol-là contient de l'or. Ce sol-là contient, c'est une terre arable qui peut être prédisposée à la culture du cacao, du coton et du maïs. Protéger les populations. Et c'est des gens qui invitent ces populations-là pour faire du mal. Plus ils sont au sein des populations, plus il peut y avoir aucune action d'envergure pour pouvoir les neutraliser. C'est ça. Donc aujourd'hui, je crois que l'heure est grave et je ne voudrais pas faire, pour l'instant, faire un lien entre ce qui se passe du côté voisin malien à ce qui est dit. Parce que Macron avait dit qu'il faut ramener les civils au pouvoir au Mali. Ramener les civils au pouvoir au risque de voir les islamistes occuper le territoire malien. C'est ce qu'il a dit. Pour le paraphraser, c'est ce qu'il a dit. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au juste? D'accord, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on parlera quand même au niveau du Burkina d'une situation qui échappe aux autorités, situation sécuritaire? Je dois dire qu'en fait, elle leur échappe, mais c'est une défense totale au niveau sécuritaire. Parce que le président avait promis de régler ce problème quand il va dans la campagne électorale, ce qu'il avait dit. Donc s'il vient qu'il ne le fait pas, moi je trouve que c'est une sorte de démission de sa part. Maintenant, le souci chez moi, ça fait presque quelques jours, Emmanuel Macron disait que l'armée française va quitter le Sahel. Donc moi je me suis dit que c'est d'abord une manifestation politique d'abord pour dire qu'on a besoin de la force française au Sahel. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, cette frontière entre le Burkina, Mali et le Niger, il y a l'or, il y a le diamant, il y a beaucoup de minéraux là-bas. Donc, quand ce milieu est stable, ça n'arrange pas certaines personnes. Donc, ça doit être une nébuleuse chaque fois. Maintenant, mon inquiétude, pourquoi on ne peut pas avoir une force conjointe des trois pays qui résident dans ce milieu pour amener la paix
bon, c'est ce que je comprends, ils ne le font pas. Maintenant, est-ce que les autorités de ces 3 pays prennent vraiment ça à cœur? Parce que le Burkina, on avait payé des machettes pour constituer des milices entre-temps dans la zone. C'est l'État burkinabé qui a dit qu'il y aura des règlements de compte de la procédure et on a retiré ces coups des mains des gens. Mais si la zone est aussi problématique, pourquoi on ne peut pas demander? C'est là où moi je vois que la CEDEAO doit se manifester. Ce n'est pas quand il y a un président qui a fait quota ou pas, mais c'est le lieu de fournir de contingents pour que les gens s'en sortent. Maintenant, ce que je ne comprends pas, comment se fait que des villages soient attaqués à tour de rôle et perpétuellement, mais qu'on ne donne pas, qu'on ne mette pas en place des militaires pour protéger ces villages? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Parce que c'est dire que ça profite à quelqu'un, on ne sait pas qui. Donc, moi, je dirais que les 3 États, pas que le Burkina, parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est le Burkina, demain, on verra que c'est le Mali, on a attaqué, ou c'est le Niger. Je me rappelle que le nouveau président nigérien avait dit, entre-temps, qu'il a pu arrêter les djihadistes ou bien les rebelles tchadiens. Maintenant, il ne peut pas aider les autres à arrêter ceux qui même troublent le Sahel. Mais n'oublions pas aussi que c'était une zone où passaient les armes, qu'on fait le trafic d'armes, tout ça là. Donc, ce n'est pas d'ici demain que cette zone sera tranquille, mais il faudrait quand même qu'il y ait d'efforts consentis entre la CEDEAO et les États de la CEDEAO et les gouvernants de la CEDEAO pour que, au moins, que ça vive. Mais 160, plus de 160 morts, c'est énorme. Ouais. C'est tout un village. Je ne sais pas comment. Chez nous ici, quand tu vas chez moi à Petit-Kida, disons, ça dépend de la population qui réside là-bas. Donc, c'est tout un village qu'on a décimé. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse autrement et que les djihadistes aussi ne fassent pas, je ne sais pas, tuer des gens comme ça aussi. C'est des gens sans foi ni loi. Il faut qu'ils réfléchissent autrement. Quand on suit le déroulement des faits, c'est que les secours sont arrivés 2 heures après. Alors, c'est peut-être le problème que pose Akleso Essos, c'est dit, vous avez une zone qu'on sait en insécurité permanente et on n'a pas de force militaire digne de ce nom qui soit présente ou bien qui peut se lever d'une zone de façon héliportée, arriver et secourir les populations. Au fait, c'est ce que on était en train de dénoncer ici. On ne peut pas comprendre parce que 1 mois d'avance, c'est le ministre qui était rendu sur les lieux pour aller rassurer cette population que la paix était revenue. Ce qui veut dire que la population pouvait se sentir maintenant à l'abri. Et on avait dit que c'était également pour pouvoir protéger, mettre une force pour pouvoir sécuriser la zone. C'est pourquoi la force était où? Quand les gens ont commencé vers 2 heures du matin. Oui. Donc, pour n'arriver que 2 heures après, quand ce carnage a été. Donc, ça pose déjà un certain nombre de problèmes, comme on le dit. Et moi, je vais un peu plus loin pour me demander comment ces éléments sont venus s'installer dans la zone. Parce qu'ils ne sont pas arrivés en grande masse. C'est qu'ils sont arrivés à un moment donné. Il y a la piste aussi que la zone-là soit un corridor de trafic d'armes qui cautionnait ce trafic d'armes. Le troisième élément, c'est que est-ce que ces djihadistes-là n'existaient pas du temps de Blaise Compaoré? Si oui, ils existaient, est-ce qu'il n'y avait pas une alliance de protection entre ces hommes-là et ce président pour pouvoir conserver son truc et son départ maintenant a déclenché une certaine chose, je dirais, antipathie à celui qui est venu enlever leur maître qui peut-être les protégeait et les orientait. Et si ce monsieur-là les protégeait sous l'égide de qui? Et là, nous sommes en train de quitter l'alliance africaine pour aller vers l'alliance internationale. Aujourd'hui, cette alliance internationale se trouve un peu empestée par ce qui se passe au Mali et je voulais parler de comment les gens sont en train de dénoncer un peu les relations France-Afrique aujourd'hui. Oui. Et si vraiment Goïta devrait aller plus loin et que la suspension là aboutisse au retrait de l'armée française au Mali, il faudrait quand même qu'une zone soit là pour pouvoir abriter encore ces militaires qui leur permettaient de trouver une passerelle pour rentrer là-bas. Et la zone qui s'y prête, c'est la zone qui fait fonction entre les 3 États et les 3 pays. Donc, en frappant, en tuant massivement, ça veut dire que ça va ressortir l'incapacité
du Burkina Faso à contrôler ces zones, d'où le Burkina Faso sera obligé de tendre la main vers d'autres pays, naturellement des puissances, puisque je disais entre-temps que la force d'un État dépend de sa capacité militaire, alors que nous ici, nous n'avons pas les capacités de pouvoir disposer de tous les moyens qu'il faut pour avoir tous les renseignements sur le terrain. On est obligé d'attendre que des renseignements nous viennent de l'extérieur à partir des drones. Nous n'avons pas des armes qu'il nous faut pour pouvoir aller aujourd'hui, quand il y a une présence militaire quelque part ou une attaque quelque part avec des armes, nous n'avons pas de l'argent pour tout de suite nous approvisionner en matériel. Nous n'avons pas des groupes d'intelligence pour pouvoir réfléchir et nous faire des propositions. Tout ça là crée des petits soucis. Et ça fait que nous sommes souvent surpris, même si nous sommes en face. Et les réactions sont toujours tardives et ça crée des problèmes. On est dans une zone dite des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. On a beau accuser les forces étrangères qui sont là, mais qu'est-ce que font les armées de ces 3 pays, notamment face à l'insécurité à ces 3 frontières-là? Oui, ça c'est une très bonne question que tu as posée parce que il y a une certaine dichotomie, il y a même un paradoxe qui se lie par rapport à la présence des forces étrangères et l'inaction, c'est-à-dire l'absence d'une action vive du côté des forces internes, c'est-à-dire des forces nationales. Et si je prends juste le cas du Mali, où on nous dit qu'il y a 5000 hommes, comment on peut imaginer que même en Afrique, il y a un État dont l'armée n'atteint pas 5000 hommes? Le Togo était à 11 000 à 16 000, selon certains chiffres, même si on dit que c'est la grande muette. Mais il y a 5000 hommes français. Je parle de français. Barkhane, sans parler des forces des Nations Unies. Le Togo envoie 1000 unités de contingent au Mali pour pouvoir fermer l'axe qui pouvait permettre aux terroristes de quitter là-bas pour arriver chez nous au Togo. C'est pourquoi le Togo a envoyé des militaires là-bas. C'est une bonne chose. 5 000 militaires maliens qui sont au Mali, au centre et au nord, ils font quoi? D'abord, qui apparemment empêchent les Maliens, les militaires maliens, d'accéder à leur territoire jusqu'au nord. Je ne sais pas si cette information vous l'avez. Comment on peut comprendre ça? Quel est le mal que l'Afrique francophone a fait à la France? Je voudrais être clair. Quand j'écoutais la dernière fois, ce président disait que la force française va quitter immédiatement. Oh, je dis pourquoi il n'a pas encore quitté? Bon, vous ne quittez pas. Maintenant, vous laissez pour faire quoi? Bon, pour le moment, il n'a pas annoncé que la force va quitter. Il a dit c'est de l'hypocrisie. Interrompre les ça dit que, faut pas que avec l'armée. Les officiels français nous prennent, nous Africains, comme des cons. On n'est pas des cons. On est intelligents. Nous sommes Africains, ils nous prennent comme des singes. Il n'y a plus de singes humainement parlant, ici en Afrique. C'est pour te dire qu'en réalité, 5000 hommes au Mali et qu'il y a encore des terroristes, il y a quelque chose qui s'y cache derrière. Que Macron arrive à expliquer cela. Ça, c'est un. De deux, concernant le Burkina, il a posé un problème sérieux par rapport à Blaise Compaoré, qui, en son temps, ne voyait pas les terroristes sévir comme ça. Quand il est parti, c'est maintenant, on a lu des choses, des djihadistes écrivent des choses. Même les Blé Goudé ont dit des choses qu'on a lues par rapport à certains djihadistes. Si cela s'avérait vrai, ça suppose qu'il y a un lien entre les terroristes et Blaise Compaoré. Même s'il n'est pas officiel, il y a beaucoup de choses officieuses qui se passent qu'on ne peut jamais dire ici parce qu'on n'a pas les éléments de preuve. Alors, je vous demande juste une minute, le temps de la pause, et puis on revient continuer.